Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu les dernières 150 ans un peu de l'histoire de la génétique. On a commencé avec Mendel et on s'est arrêté en gros à la découverte de la structure de l'ADN, donc le substrat de l'hérédité. Sur ça, on va se dédier. On va consacrer le cours car il est essentiel de comprendre quand on va voir la composition du génome, les différents types de variants génétiques qui présentent le génome entre nous, quelles sont la typologie de ces variants qui vont différer entre les individus, et aussi on va voir dans quelle mesure les différentes populations humaines aussi diffèrent entre elles d'un point de vue génétique. Donc, juste une diapo à titre de rappel. Je vous rappelle que l'ADN est localisé dans le noyau, compacté dans les chromosomes, et il est enroulé autour de petites sphères qui s'appellent les histones, que vous voyez ici, qui forment les histones et l'ADN, les nucléosomes, à la manière d'un fil enroulé autour d'une bobine. Ces bobines elles-mêmes sont arrangées de manière ordonnée pour faire tenir tout l'ensemble de l'ADN dans les chromosomes et dans le noyau. Et cette structure s'appelle la chromatine. Et lorsque la cellule a besoin de lire une partie de l'ADN pour se répliquer, pour exprimer un gène, cette région est temporairement déroulée pour y permettre l'accès. Mais pour comprendre comment la génétique, nos différences génétiques peuvent moduler nos différences phénotypiques, comme on a vu, des différences phénotypiques bénignes, comme la taille, ou surtout des différences phénotypiques associées à des maladies, il est indispensable de connaître la séquence de l'ADN. La séquence de l'ADN n'est pas autre chose que comment les 4 différentes lettres ou bases ou nucléotides, les fameux GATC, sont ordonnés entre eux. Donc, pour séquencer l'ADN, les premières méthodes pour le séquencer reposaient sur la technologie dite Sanger, développée en 1977 par Frédéric Sanger. Donc, cette méthode permet de lire la séquence de l'ADN grâce à un processus assez ingénieux, que c'est la technique consiste à d'abord prendre l'ADN que vous avez dans un tube, que vous voulez séquencer, et à cet ADN que vous voulez connaître la séquence, vous ajoutez une amorce, parce que ça va amorcer la réplication, la lecture de la séquence ADN que vous voulez séquencer, justement. Et dans le tube, vous ajoutez aussi l'ADN polymérase, que c'est l'enzyme qui va ajouter ici les bases pour recopier ça. Vous allez ajouter les nucléotides classiques, des C, des A, des T et des G. Et vous allez aussi ajouter des nucléotides qui sont marqués. Ils sont marqués avec la couleur ou, à l'époque, quand on faisait le séquençage classique Sanger, ces nucléotides étaient marqués avec un traceur radioactif. Mais l'intérêt de ces nucléotides modifiés et marqués, c'est que quand l'ADN polymérase les ajoute, la séquence là, elle va s'arrêter quand ces nucléotides marqués sont ajoutés. Donc, ces nucléotides s'appellent des didésoxynucléotides et permettent d'identifier la dernière base de chaque fragment que vous voyez là, qui a différentes longueurs. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ces fragments sont ensuite séparés en fonction de leur taille par ce qu'on appelle l'électrophorèse, que vous voyez ici. Et les fragments les plus petits migrent plus vite et les plus longues migrent plus lentement. Et ensuite, vous exposez ce gel sur un film photographique et après développement, ces séries de bandes apparaissent, ce qui permet de reconstruire l'ordre des lettres G, A, T, C dans le morceau d'ADN que vous voulez séquencer. Donc, bien que très précise, cette technologie, elle était très chronophage,
ce qui a conduit au remplacement progressif par des technologies plus rapides, telles que le séquençage de nouvelle génération, qu'on verra surtout la semaine prochaine, avec le séquençage de nos exomes reliés à des maladies monogéniques. Mais pour le séquençage, pour le premier séquençage du génome humain, on a utilisé surtout la méthode Sanger, mais qui a été perfectionnée grâce à l'automatisation. Malgré cela, le processus a été incroyablement long, c'est-à-dire le séquençage du génome humain, coûteux et laborieux. Donc, ce n'est pas un hasard si ce processus a duré plus d'une décennie et a mobilisé des ressources, comme on le verra tout de suite, considérables. Donc, le projet Génome humain est né dans les années 1980, lorsque des chercheurs ont pris conscience qu'un décryptage complet du génome humain pourrait révolutionner notre compréhension de la biologie, de la médecine et de l'évolution. Donc, pour l'illustrer d'une façon simple, lorsqu'on étudie une famille qui a une maladie en particulier, et on veut savoir le gène qui sera impliqué dans cette maladie, on va séquencer les parents, les enfants, certains sont sains et certains sont malades. Mais quand on séquence un gène donné, on va dire, de cette famille, avec quoi on va comparer pour savoir si les mutations qu'on trouve sont des mutations fréquentes dans la population ou pas. En gros, ce qu'on avait besoin à la fin des années 80, c'était ce qu'on appelle la séquence de référence, tout le génome séquencé. Et à cette époque, la séquence de référence n'existait pas. Donc, en 1985, un groupe de chercheurs a proposé de séquencer l'ensemble du génome humain. Et donc, le soutien à ce projet s'est accru lorsque certains scientifiques, des scientifiques et des décideurs politiques ont pris la mesure de son potentiel pour transformer la médecine. Et c'est en 1988 que les National Institutes of Health, ce serait à peu près l'INSERM des États-Unis, ont officiellement commencé à planifier le projet. Donc James Watson, que c'est, comme on a vu la semaine dernière, célèbre pour la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, a été nommé le premier directeur du projet Génome humain et a plaidé avec force pour son importance dans la compréhension des maladies génétiques. Toutefois, tout de suite après, il y a eu une immense campagne contre le séquençage du génome humain. Donc ces détracteurs affirmaient qu'il serait un projet sans intérêt. Comme vous pouvez voir, bon, vous ne pouvez pas le voir probablement, mais c'est écrit de la science médiocre et une organisation terrible. Il disait qu'en plus que c'était vraiment scientifiquement banal, purement technique, qu'il détournait des fonds publics, parce que c'était des fonds publics ça, pour des recherches qui auraient été beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus ciblées, et qu'en tout cas, on ne saurait pas comment, après, traiter cette séquence immense. Et qu'en plus, que ce projet renforcerait les idées fausses sur le déterminisme génétique. Donc, plus de 50 chercheurs de renommée quand même, issus de 33 institutions américaines, ont adressé des lettres au directeur de l'NIH pour demander l'abandon immédiat du projet. Mais malgré cette controverse, le projet Génome humain a été approuvé par le Congrès des États-Unis en 1990 et lancé officiellement avec un budget estimé à 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars il y a 35 ans. Et fixé à une échéance à 15 ans. Donc, les principaux objectifs étaient de séquencer l'ensemble du génome humain, identifier tous les gènes, on ne les connaissait pas, et les structures des gènes, développer des outils bioinformatiques pour analyser ces données, explorer aussi les implications éthiques, juridiques et sociétales du projet, du fait de séquencer le génome, et tout ce que ça entraîne, et faire progresser les technologies aussi de séquençage. Donc, dès le début, le projet a été financé par des fonds publics et a représenté aussi une collaboration internationale
d'une ampleur inédite, avec des contributions majeures de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Chine et du Japon. Donc ces efforts ont posé les bases, et c'était un peu le début d'une nouvelle ère en génomique, que c'était l'ère des consortiums internationaux. Mais vers la fin des années 90, une entreprise privée, Celera Genomics, dirigée par Craig Venter, s'est lancée en parallèle dans la course au séquençage du génome humain. Donc Celera proposait une méthode plus rapide pour le séquencer, parce que le projet public, on va l'appeler, était basé sur le séquençage Sanger un peu amélioré, donc très précis, mais extrêmement lent. Et Celera proposait une méthode plus rapide, appelée séquençage shotgun. Ça veut dire fragmenter l'ADN dans des petits morceaux, aléatoirement, et après séquencer ces petits morceaux. Et puis, utiliser des algorithmes bioinformatiques pour les assembler. Donc, l'arrivée de ce projet privé a non seulement accéléré les avancées en général, mais a aussi introduit un sentiment d'urgence du côté public. Donc, à la fin, c'était bien, la combinaison public-privé, un sentiment un peu d'urgence, tout en soulevant des questions sur l'accessibilité des données et la distinction entre la propriété publique et privée des informations génomiques. Donc finalement, les deux efforts ont convergé, menant à une annonce historique, parce que maintenant ça nous paraît normal, avoir le génome humain, envoyer leur sang, même si ce n'est pas légal en France, mais beaucoup de gens le font dans des entreprises, sociétés étrangères, 23andMe et d'autres. Mais avant, on n'avait même pas la séquence de cet ADN. Donc, l'annonce était vraiment historique. En juin 2000, par le président de l'époque américain Bill Clinton, indiquant que le séquençage du génome touchait à sa fin, ils ont célébré l'achèvement de ce qu'on appelait le brouillon du génome humain. C'est-à-dire, ce n'était pas fini, mais c'était presque fini. La question, c'est d'où provenait cette séquence. Donc, c'était qui l'individu qui avait donné cet ADN presque pour avoir. Donc, ça provenait en gros de plusieurs individus mélangés, anonymes, recrutés via des annonces publiques, un peu à l'ancienne, à Buffalo, dans l'État de New York. Et ça pour le côté projet public. Pour le côté privé, le génome séquencé provenait de 5 individus aussi mélangés, dont un était Craig Venter lui-même. Donc, la première version du génome a été publiée en 2001 et correspondait à une séquence complète à environ 90%, parce que c'était déjà immense. Donc en 2001, pas en 2005 comme c'était prévu. Donc finalement, les 15 ans de course pour séquencer le génome, ils ont été un peu plus rapides. Une version finale a été publiée en 2004 et apportait une couverture, c'est-à-dire une couverture nettement améliorée. Elle comprenait moins de 400 lacunes, donc les lacunes sont des régions non séquencées du génome, avec 99% du génome séquencé. Et un taux de précision impressionnant, moins d'une erreur tous les 10 000 paires de bases. Donc les améliorations, quand même, ont continué jusqu'à hier, parce qu'en 2022, lorsqu'un autre consortium, Télomère to Télomère, a publié une séquence complète du génome humain sans aucune lacune. Donc, combien ça a coûté, ce premier séquençage d'un génome humain qui donnera lieu à la séquence de référence du génome humain? Donc, c'était astronomique. 3 milliards de dollars pour séquencer les 3,1 milliards de bases qui fait le génome. Si on déroulait l'ADN contenu dans une cellule en ligne droite, il mesurerait plus de 2 mètres de long, pour vous donner une idée. Aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques, comme le séquençage de nouvelle génération, il est possible de séquencer un génome entier à haute résolution. On le fait dans notre laboratoire à Pasteur, à environ 500 €. Pour vous donner l'idée du changement de coût et de rapidité surtout. C'est
quelques semaines pour l'avoir. Un des premiers grands défis du génome humain était comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce génome. En d'autres termes, à quoi ils servent tous ces lettres, quelles sont leurs fonctions. Donc nous savons aujourd'hui que le génome humain compte environ 20 000 gènes codant des protéines. Donc, je vous rappelle, les protéines, bon, c'est la base de notre physiologie et notre biologie, de toute la machinerie biologique. À titre de comparaison, d'autres organismes, comme la bactérie Escherichia coli, il n'a que 4000 gènes, mais d'autres, comme la plante Arabidopsis thaliana, en possèdent 27 000, donc plus que les humains, voire la salamandre aquatique, elle en possède aussi 23 000. Toutefois, l'information génétique codante pour des protéines ne représente que environ 1,5% de tout le génome, entre 1 et 2%. Chaque fois, les statistiques changent un peu. Donc, le reste, c'est quand même à quoi ça sert les 98% du génome. Une grande partie de ces séquences est composée, de ces séquences non codantes, est composée d'éléments répétitifs, et comme les lines, les signes, les transposons, on verra tout ça, et aussi des régions aux fonctions régulatrices essentielles, donc impliquées dans le contrôle de l'expression des gènes. Mais avant d'examiner les différentes parties du génome humain, il est essentiel déjà de comprendre la structure de cette 1-2% du génome qui code pour des protéines, c'est-à-dire la structure des gènes eux-mêmes. Rappelons-nous d'abord que les gènes codant pour des protéines donc, portent des informations essentielles pour notre biologie et notre physiologie, et que le passage d'ADN à protéines se fait en deux étapes principales, donc la transcription et la traduction. La transcription se déroule dans le noyau et implique le passage de l'ADN à l'ARN messager. Et ensuite, la traduction se fait dans le cytoplasme et le ribosome va lire cet ARN messager et assembler tout ça avec une chaîne d'acides aminés en suivant le code génétique. Et les ARN de transfert vont apporter au ribosome tous les aminoacides qu'on a besoin pour produire la protéine. Et une fois la traduction terminée, la protéine se replie et peut subir des modifications post-traductionnelles pour devenir fonctionnelle. Mais revenons à la structure des gènes. Ça, c'est la structure d'un gène classique avec les exons en rouge. Donc l'exon 1, 2, 3 et 4. Les exons, c'est les parties qui vont faire partie de la protéine à la fin. Mais ces régions exoniques sont interrompues par des régions, ici en gris, qu'on appelle les introns, que eux ne vont pas faire partie de la protéine. Donc, le passage du gène, d'abord, il y a la transcription, et ça devient l'ARN messager, qu'on appelle à ce moment-là le pré-ARN, car il n'est pas encore mature. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a l'ajout d'une coiffe et l'ajout d'une queue polia. Mais après, il arrive probablement un des processus les plus importants, c'est ce qu'on appelle l'épissage. Et pendant l'épissage, on va se débarrasser des exons, c'est-à-dire ces régions-là en gris, qui ne servent pas à coder, qu'ils ne codent pas pour la protéine. Et on obtient l'ARN messager mature qui sera, quant à lui, traduite en protéine. Donc, comme je vous disais, l'épissage est le processus qui retire les introns et assemble les exons, les parties rouges, pour créer une séquence continue qui conduit à l'ARN mature qui sera traduite en protéines. Mais ce qui est intéressant, c'est que les introns représentent 26% du génome. Donc, toutes ces parties grises ici représentent plus
elles, que les parties qui codent pour des protéines, les introns. Donc 26% du génome est représenté par les introns. Et bien que ces séquences ne soient pas directement traduites en protéines, elles jouent un rôle crucial dans la régulation de l'expression des gènes. En effet, les introns peuvent servir de matrice pour la production d'autres ARN fonctionnels, grâce à un mécanisme appelé l'épissage alternatif. Dans ce processus, la cellule ne se contente pas d'assembler tous les exons de manière linéaire et systématique, en éliminant tous les introns. Au contraire, ce que va faire la cellule, c'est de choisir d'inclure quelques introns, donc des parties grises qui n'étaient pas prévues, ou voire d'exclure certains exons, des parties rouges étaient prévues de faire partie de la protéine. Donc on a deux types d'épissage. L'épissage constitutif, que c'est la cellule fonctionne d'une façon classique, va inclure les 6 exons dans l'ARN mature final pour le traduire en protéine. Mais l'épissage alternatif, c'est ici, dans cet exemple, la cellule va choisir de ne pas inclure, donc d'exclure l'exon 4, qui devait faire partie de la protéine, et vous voyez ici qu'il ne le fait plus. Donc c'est une façon, une forme d'épissage alternatif. Donc l'épissage alternatif peut conduire à l'inclusion ou l'exclusion de certains exons, voire à la rétention de certains introns, dont les parties grises, en principe, ne sont pas prévues pour faire partie de la protéine finale. Les introns contiennent des séquences régulatrices spécifiques qui guident la machinerie d'épissage pour créer différents variants, conduisant à la production de différents ARN matures. Donc, ce rôle clé des introns permet à une même cellule de produire plusieurs protéines différentes à partir d'un seul gène, adapté à des contextes cellulaires ou environnementaux spécifiques. Donc c'est quand même un processus extrêmement ingénieux, parce qu'au lieu d'avoir un gène, une protéine, avec la même matrice, grâce à l'épissage alternatif, donc grâce aux introns quand même, vous pouvez avoir différentes formes de la même protéine et donc différents phénotypes finaux qui vont différer. Ensuite, pour qu'un gène soit exprimé, c'est-à-dire activé ou désactivé, il ne suffit pas qu'il soit présent, il doit être correctement régulé. Cette régulation est orchestrée par des régions spécifiques de l'ADN, appelées les promoteurs, les enhancers, c'est un anglicisme, ça veut dire les amplificateurs, ou les silencers, c'est-à-dire des répresseurs. Tout ça ensemble représente environ 10% du génome. Ici, vous voyez une structure classique encore de gènes, avec les exons en rouge, les introns en gris, le promoteur juste ici attaché en position très proximale du gène. Et ici, on a un enhanceur, un amplificateur, que souvent sont localisés de quelques kilobases à quelques centaines de kilobases loin du gène. Donc le promoteur se situe juste en amont du gène et agit comme un interrupteur principal, on va dire. C'est là que la machinerie de transcription se fixe pour commencer à copier l'ADN en ARN. Vous voyez le promoteur, toute la machinerie se fixe ici et l'ARN polymérase va commencer à transcrire l'ADN en ARN. Les énonceurs, quant à eux, sont des régions régulatrices plus éloignées qui agissent comme des amplificateurs. En se repliant et en interagissant physiquement avec le promoteur, comme vous voyez ici, via tous ces activateurs et facteurs de transcription, ces amplificateurs augmentent ou modulent l'activité d'un gène en fonction des besoins de la cellule.
À l'inverse, les silencers ou les répresseurs vont faire le contraire, vont étendre, inhiber l'expression des gènes. Donc, comme vous voyez, ce 10% du génome qui est fait d'éléments régulateurs sont d'une importance capitale pour coordonner l'expression génique. Mais maintenant, si on exclut les exons, là 1,5%, les introns, 26%, et les séquences régulatrices, environ 10%, la question c'est qu'est-ce qu'on trouve dans les 65% restants du génome. Donc nous trouvons des pseudogènes, représentant environ 1% du génome, et il s'agit des séquences de gènes anciens devenus non fonctionnels, c'est-à-dire ils ne codent plus aujourd'hui pour des protéines. Mais bien qu'ils ne codent plus pour des protéines, certains pseudogènes pourraient jouer des rôles régulateurs encore mal compris. Nous trouvons ensuite environ 15% du génome est fait des ARN non codants pour des protéines. C'est-à-dire, on voit que les gènes, l'ADN, les exons, peuvent coder sont transcrits en ARN et cela est traduit en protéines. Mais on a besoin d'autres ARN qui vont participer à la machinerie génétique, mais qui ne codent pas pour des protéines. Par exemple, les ARN ribosomiques forment des composants essentiels, les ribosomes, qui sont, comme je vous disais avant, des usines de fabrication de protéines dans nos cellules. Les ARN de transfert, quant à eux, sont ceux qui vont aider à l'assemblage des acides aminés en protéines. On a ensuite les ARN longs non codants, qui sont impliqués dans l'organisation de la chromatine et la régulation de l'activité des gènes. Et enfin, nous trouvons aussi les micro-ARN, les ARN d'interférence, qui sont des petits ARN qui régulent l'expression des gènes en ciblant des ARN messagers pour les dégrader ou empêcher leur traduction. Le reste du génome, environ 50%, est constitué d'ADN répétitif. Donc, parmi ces séquences, on trouve les éléments transposables, qui sont des fragments d'ADN capables de se déplacer à l'intérieur du génome et qui contribuent aussi à la variation génétique et à la régulation de certains gènes. Donc, ce groupe inclut les rétrotransposons, qui sont des vestiges d'anciens virus rétroviraux intégrés dans notre ADN, ainsi que les transposons d'ADN, les lines, qui sont des éléments longs dispersés, ou les signes, qui sont des éléments courts dispersés. Donc cet ADN répétitif comprend également des répétitions d'ADN en tandem, comme les microsatellites et les mini-satellites, j'y reviendrai tout de suite sur ces deux-là, ainsi que des éléments structuraux et des grandes séquences dupliquées dans le génome. Donc tout cela nous montre que le génome humain n'est pas seulement un ensemble de gènes qui codent pour des protéines, mais une structure complexe où chaque élément joue un rôle crucial, qu'il soit directement impliqué dans la production de protéines ou dans la régulation de l'expression génique. Mais le génome humain ne se limite pas à l'ADN contenu dans les noyaux des cellules et compacté dans des chromosomes, parce qu'à l'intérieur de nos cellules, nous possédons également des mitochondries qui fournissent l'énergie essentielle pour la vie de la cellule. Et dans les mitochondries, chaque mitochondrie, il y a l'ADN mitochondrial, que c'est un ADN circulaire et beaucoup plus petit que le génome humain. Il contient seulement 16 000 nucléotides et 37 gènes. Et d'ailleurs, il fut le premier génome à être séquencé en 1981 et des mutations dans l'ADN mitochondrial peuvent conduire aussi à des maladies monogéniques qu'on verra la semaine prochaine. Donc, le projet Génome humain
a constitué un tournant majeur dans la biologie et la génétique. Il a permis de cartographier notre génome et il a eu aussi, comme on verra au cours des prochaines semaines, un impact immense sur la recherche biomédicale. Mais ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas tous le même génome. Chaque individu, à l'exception des jumeaux homozygotes, on a un génome qui nous est propre. Donc, en ce qui concerne l'ampleur de cette diversité génétique, le projet Génome humain n'a donné que très peu d'informations. Ce n'est qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies génomiques, telles que les puces ADN et les séquenceurs de nouvelle génération, combinées à la diminution des coûts de séquençage, que l'étude de la diversité du génome humain est entrée dans son âge d'or. Donc, encore une fois, tout ça c'est grâce à plusieurs consortiums internationaux, que nous verrons plus tard, que se sont organisés dans la perspective de comprendre en quoi nos génomes sont différents. Quels sont les types de différences qu'il y a dans notre génome? Et donc nous savons aujourd'hui que les différences entre les génomes des individus reposent sur plusieurs catégories de variants génétiques. Ces variants se distinguent par leur taille et par leur taux de mutation. La taille de ces variants peut aller d'un seul nucléotide qui change dans la séquence de l'ADN, un C qui passe en T, à des dizaines de paires de bases qui partent ou sont insérées, à des millions de paires de bases, donc des mégabases, qui changent, voire des chromosomes entiers. Voyons en détail chaque type de ces variants génétiques. Les variants les plus étudiés et les plus répandus dans nos génomes sont ceux qui concernent un seul nucléotide, une seule base. On parle alors des polymorphismes mononucléotidiques, souvent appelés SMP ou prononcés SNP, de l'anglais Single Nucleotide Polymorphism. Donc, un SNP est simplement le changement d'un C qui passe à T ici. Lorsque ces changements, toutefois, sont localisés dans les gènes, dans les exons, pour être plus précis, nous pouvons les classifier en fonction de leur impact fonctionnel sur la protéine résultante. Par exemple, ça c'est la séquence de référence de l'ADN et tous les 3 paires de bases, ça correspond à un aminoacide qui fait la protéine. Donc ici, ça c'est un exon, et on a cette A qui, la mutation est AG. Mais ce changement d'un seul nucléotide n'entraîne pas dans le code génétique un changement d'aminoacide. On reste arginine. Donc, pas de changement de protéine. Donc là, on parle d'un SNP ou d'une mutation synonyme. Mais imaginons que cette A se transforme en G. Et ça implique en effet un changement d'aminoacide. On passe d'arginine à glycine, donc il y a un changement de la séquence de la protéine finale. Et là, on parle d'un SNP non synonyme ou faux sens. Une mutation donc, peut aussi introduire un codon stop, c'est-à-dire un codon qui va arrêter la production de la protéine. Donc, ça rend une protéine beaucoup plus courte. C'est ce qui se passe ici. Cette A se transforme en T et la combinaison TGA est associée à un codon stop et donc ça fait la production d'une protéine tronquée. Et là, on parle d'une mutation ou d'un SNP stop ou non-sens. Et finalement, on peut avoir des insertions. Par exemple, ici, on a l'insertion d'une A ici qui va complètement décaler le cadre de lecture, parce que vous voyez, ça ne sera plus TAT, ça sera ATA, parce que c'est décalé d'1. Donc, ça va coder pour des aminoacides complètement différents. Donc, on aura une protéine différente. Et là, on parle d'une mutation décalante ou d'un ANDEL, parce que dans ces cas-là, c'est une insertion. ANDEL, ça vient de insertion, délétion. Mais quand un SNP ne soit pas localisé dans une région codante,
ne veut pas dire qu'il n'a pas d'effet fonctionnel. Des variants localisés dans des régions régulatrices, comme par exemple un SNP dans un promoteur ou dans un énonceur, peuvent modifier l'expression génique et ainsi altérer le phénotype final. Mais qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres en termes de SNP? Si l'on compare le génome de chacun de nous, ici par exemple, à la séquence de référence, celle dont je vous parlais avant, du projet Génome humain, ou si on compare par deux individus ici dans cette salle, quelles que soient nos origines géographiques ou ethniques, en moyenne, on trouvera entre 3 et 4 millions de différences sur les 3,1 milliards de bases. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup parce que c'est seulement 1% de notre génome. Donc, puisque nous héritons d'une copie de chaque chromosome de notre père et de notre mère, une façon de mesurer la diversité génétique est de comptabiliser les différences entre deux copies du génome au sein de chaque individu. Parce qu'au fond, on a deux génomes. Parce que quand on dit que le génome est fait de 3,1 milliards de bases, c'est vrai, mais ça c'est un génome haploïde, c'est-à-dire en une seule copie. Nous avons en deux copies. C'est l'hérité de notre père et c'est l'hérité de notre mère. Donc au fond, on a 6,2 milliards de bases. Mais peu importe ça. On compare la différence entre les deux génomes par individu. Et par exemple, si vous avez un C de votre père et un T de votre mère, vous êtes CT, on l'a vu la semaine dernière, hétérozygote, et donc on compte la quantité de SNP que vous avez hétérozygote. Et ça s'appelait l'hétérozygosie, et on sait qu'on peut s'attendre à connaître un SNP tous les 1000-2000 paires de bases, en fonction de nos origines. Et donc, la fraction des sites hétérozygotes dans notre génome est appelée l'hétérozygosie, et elle constitue une mesure utile de diversité génétique. Les études à l'échelle populationnelle, comme vous pouvez voir ici, ils ont montré qu'il y a beaucoup plus de diversité, ça on l'a vu l'année dernière, ou il y a quelques années, mais je vous le rappelle, beaucoup plus de diversité dans les populations africaines que dans les populations non africaines. Vous voyez, l'hétérozygosie diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique. Ça c'est simplement dû, je vous rappelle que tous nos ancêtres se localisent en Afrique, qu'ils ont quitté l'Afrique il y a 60 000 ans et que ça a conduit à différents goulots d'étranglement parce que ce n'est pas tous les Africains qui quittent l'Afrique, c'est un sous-ensemble des Africains qui quittent l'Afrique, donc un sous-ensemble de cette diversité génétique. Et tout ça, vous pouvez l'appliquer à toutes les migrations pour peupler le monde. Ce qui est parfaitement montré ici, vous avez sur l'axe des X l'hétérozygosie à niveau du génome, et sur l'axe des Y, pardon, et sur l'axe des X, vous avez la distance en kilomètres de la population par rapport à l'Éthiopie. Donc vous voyez que plus vous éloignez de l'Afrique, plus la diversité génétique des populations humaines diminue d'une façon parfaite. En montrant ce qui est arrivé pendant les dernières 60 000 ans de notre histoire, que c'est ce qu'on appelle une série de goulots d'étranglement en série. C'est pour ça que les populations les moins diversifiées d'un point de vue génétique seraient les populations de natifs américains, d'Amérique du Sud par exemple, ou les populations polynésiennes, parce que ce sont les derniers endroits de la planète qui ont été peuplés par des sous-ensembles à chaque fois d'humains, donc des sous-ensembles de leur diversité génétique. Une autre chose super importante, surtout pour les cours des prochaines semaines, c'est avoir très clair que tous ces SNP, donc tous ces changements, GA, GT, CT, ne sont pas toujours indépendants les uns des autres. Autrement dit, comme nous l'avons brièvement abordé la semaine dernière, un groupe de SNP ou de génotypes
qui apparaissent fréquemment ensemble forment ce qu'on appelle un haplotype. Donc un haplotype est une combinaison, je vous rappelle, de variations génétiques héritées ensemble sur un même chromosome, souvent en raison de leur proximité physique de ces SNP. Par exemple, ici, dans ce cas, on a deux haplotypes. On a GGC, si on tient compte ici, et ATT. Mais la recombinaison peut briser ces haplotypes. Imaginez que vous avez un événement de recombinaison ici, et donc vous aurez 4 haplotypes. Les deux haplotypes qu'on avait vus et deux nouveaux haplotypes recombinants, GTT et AGC. Donc ce phénomène de regroupement des SNP en haplotypes s'explique par le déséquilibre de liaison. C'est un terme important. C'est-à-dire la situation où certaines combinaisons de SNP sont plus fréquentes que ce que l'on attendrait si leur fréquence était indépendante. Cela indique qu'ils sont génétiquement liés. Imaginez qu'il n'y a jamais de la recombinaison ici, donc G et C vont toujours être ensemble. Et là, on va dire qu'ils sont en déséquilibre de liaison, toujours hérités ensemble. Donc, si on regarde ça à l'échelle du génome, de tout notre génome, on va voir des régions du génome qui ont des blocs de déséquilibre de liaison, c'est-à-dire des blocs où toutes les mutations sont toujours transmises ensemble plus courts. Et vous avez ici un bloc 1 et un bloc 2. Et la raison pour laquelle sont deux blocs différents, c'est qu'ici, il y a un événement de recombinaison, ou des régions du génome où les blocs sont beaucoup plus longs. Et la question maintenant, c'est quelles sont les forces qui font qu'on a des régions du génome qui sont très raccourcies par la recombinaison, ou des régions du génome qui présentent des longs blocs de déséquilibre de liaison qui sont toujours hérités ensemble. Bon, le déséquilibre de liaison dépend tout d'abord de la distance physique entre les deux mutations ou les SNP que vous étudiez. Ici, vous avez l'intensité du déséquilibre de liaison par rapport à la distance entre deux SNP du génome pris au hasard. Et donc, vous voyez clairement que, ça c'est la distance en kilobases, que environ 10 kilobases, presque tous les SNP sont en fort déséquilibre de liaison. Mais dès que vous partez à 100, 200, 300, le déséquilibre de liaison tombe. C'est-à-dire, plus deux mutations sont lointaines l'une de l'autre, plus de chances vous avez qu'au milieu, il y ait un événement de recombinaison qui va les séparer. C'est si simple que ça. Donc, le déséquilibre de liaison varie aussi selon les régions du génome, parce que ici, c'est par exemple le taux de recombinaison par rapport à une position donnée, et vous voyez que dans cette position ici, le taux de recombinaison est extrêmement fort. Donc ça, c'est ça que s'appelle un point chaud de recombinaison. Et il y a certains motifs moléculaires qui peuvent prédire, tout au long de votre génome, l'existence d'un point chaud de recombinaison, c'est-à-dire un endroit où souvent le brin d'ADN sera cassé, sera brisé. Donc, par conséquent, les mutations situées à proximité de ces points chauds de recombinaison présentent généralement un faible déséquilibre de liaison parce qu'ils ont beaucoup de chances d'être séparés. Et le déséquilibre de liaison varie aussi considérablement entre populations humaines. Ça, c'est une façon de le représenter, mais plus vous avez de rouge, plus ça veut dire ici, prenons l'exemple des Européens, ça c'est un bloc de déséquilibre de liaison, un autre bloc de déséquilibre de liaison. Donc qu'est-ce que vous voyez? Qu'en général, les blocs de déséquilibre de liaison sont beaucoup plus longs chez les Européens et chez les Asiatiques que chez les Africains, que vous voyez qu'on a moins de ces triangles rouges qui représentent le déséquilibre de liaison. Ça s'explique simplement par le fait que les populations africaines sont plus anciennes
et donc ils ont eu plus de temps de recombiner et que cette recombinaison raccourcit les haplotypes. Comme on verra au cours des prochaines semaines, la structure de déséquilibre de liaison entre populations est essentielle pour comprendre et étudier les bases génétiques des maladies. Donc, je vous dis, bien que les SNP, donc ces changements mononucléotidiques, sont le type de variation la plus courante, la plus répandue dans notre génome, d'autres éléments de petite taille peuvent également différer entre génomes, comme les petites insertions et délétions, ce qu'on appelle les indels, ou les répétitions de quelques nucléotides en tandem. Donc, les indels sont des variations génétiques dans lesquelles des nucléotides sont soit ajoutés dans les insertions, soit supprimés, donc les délétions, dans une séquence d'ADN, comme vous pouvez voir ici, une insertion, où tout ça, c'est une partie qui est partie, donc c'est une délétion. Ces variations, pour la plupart impliquant de 1 à 5 nucléotides, peuvent affecter la structure du génome et avoir des conséquences sur le fonctionnement des gènes. Elles peuvent également être responsables de certaines maladies génétiques. Un cadre emblématique serait la délétion de 3 nucléotides dans le gène CFTR, qu'on a rapidement vu la semaine dernière, associé à la mucoviscidose. Comme vous voyez ici, la perte de ces 3 nucléotides va faire que la protéine va perdre cette phénylalanine en position 508. C'est pour ça qu'on parle de cette mutation comme delta F 508, que dans 80% des cas est la responsable de la mucoviscidose. Quant aux séquences répétées en tandem, on peut avoir des microsatellites, c'est simplement des répétitions de ATG, 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 comme ça. Quand le motif répété, ici ATG, est comprise entre 1 et 6 nucléotides. Et on parle de microsatellites simplement quand ce motif répété en tandem est compris entre 7 et 49 nucléotides. Les microsatellites sont particulièrement abondants dans le génome humain. On en dénombre environ 100 000. Et du fait de leur taux très élevé de mutation, ils sont surtout utilisés pour comparer des populations humaines très proches ou dans le cadre de la médecine légale. Les microsatellites localisés dans les régions codantes ont été associés à plus de 40 maladies immunogéniques, comme des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Huntington par exemple, alors que ceux localisés dans des régions non codantes peuvent affecter également le niveau d'expression génique. Ensuite, il existe des variations impliquant une variabilité structurelle de plus grande envergure. Parmi elles, on trouve les variations du nombre de copies, qu'on appelle des CMV. Ces variations peuvent s'étendre de quelques kilobases à plusieurs mégabases et affecter de la région du génome, incluant parfois des gènes entiers ou des groupes de gènes entiers qui seront recopiés. Certains CMV ont été associés à des troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme ou la schizophrénie. Et un exemple intéressant de CMV, c'est le gène de l'amylase. L'amylase, c'est un enzyme qu'on a dans notre salive qui sert à commencer à digérer l'amidon présent dans le riz et plein de féculents. Et ce qui a été observé, que les populations qui ont un régime alimentaire riche en amidon ont plus de copies de ce gène, donc de cette CMV qui inclut un gène, que les populations qui ont un régime alimentaire plus pauvre en amidon, ce qui montre comment un CMV, donc une répétition, peut être impliqué dans une adaptation génétique au régime alimentaire. D'autres variants structuraux de plus grande envergure existent aussi, comme vous voyez ici. Il inclut des grandes inversions, translocations, mais aussi des grandes insertions et des grandes délétions. Par exemple, les translocations chromosomiques impliquent le déplacement des grandes sections d'ADN d'un chromosome à un autre.
et il joue un rôle clé dans certains cancers. Un cas emblématique, c'est celui du chromosome Philadelphie, impliqué dans la leucémie myéloïde chronique. C'est une translocation entre les chromosomes 9 et 22 qui conduit à la formation d'un oncogène responsable d'une prolifération cellulaire anormale. Enfin, une autre forme importante de variabilité génétique concerne le nombre de chromosomes. Un exemple bien connu est le syndrome de Down, donc couramment appelé trisomie 21, qui résulte de la présence d'une copie supplémentaire du chromosome 21. Donc cette particularité génétique peut influencer le développement et les caractéristiques physiques et certaines fonctions cognitives, comme vous savez. Donc, on a vu qu'il y a différents types de variations génétiques, de la plus petite à la plus grande, et qui peuvent être toutes à l'origine de nombreuses pathologies. Mais les progrès technologiques, comme le séquençage de nouvelles générations, ont permis une exploration plus approfondie de ces variations. L'étude de ces variations est donc essentielle pour une meilleure compréhension de notre biologie et pour le développement de traitements plus personnalisés et plus adaptés à notre patrimoine génétique. Donc maintenant que nous avons abordé en quoi la composition du génome et les différents types de variations génétiques, il est important de voir cette dernière demi-heure qui nous reste, de se concentrer sur les mécanismes qui expliquent l'origine de cette diversité génétique et leur distribution dans les différentes populations humaines. Tout d'abord, on a la mutation. La mutation, c'est le seul facteur, le seul processus qui vraiment crée la diversité, produit de la diversité dans nos génomes. Les mutations sont souvent le résultat d'une erreur dans la réplication de l'ADN. Donc, lorsqu'une cellule se divise, l'ADN de la cellule mère doit être copié pour être transmis à cette cellule fille. Les deux brins d'ADN se séparent et chacun sert de modèle, comme vous voyez ici, pour fabriquer un brin complémentaire. Cependant, au cours de cette réplication, il arrive que des erreurs de réplication se produisent, comme l'échange d'une base pour une autre, ou voire une petite morceau de l'ADN qui va sauter, entraînant une délétion. Ce que c'est important à comprendre, que c'est dans la plupart des cas, toutes ces erreurs sont réparées par un mécanisme très précis qu'on a dans nos cellules de relecture et de réparation des erreurs. Mais parfois, certaines erreurs échappent et c'est là qu'une mutation va se créer. Les mutations peuvent être aussi le résultat, parfois, qui peut être induite par l'environnement, comme l'exposition à certaines substances mutagènes ou les rayons ionisants. Et les mutations peuvent être classées en deux grandes catégories selon le type de cellules touchées. On a les mutations tout d'abord somatiques, ici, que sont des mutations qui arrivent après la formation de l'embryon, donc qui peuvent nous arriver à nous tout au long de notre vie. Et donc, ce sont des mutations dans des cellules non germinales, donc non spermatozoïdes, non ovules. Donc, ces mutations ne sont pas transmises. Et elles apparaissent tout au long de notre vie, souvent à cause du vieillissement, de l'exposition à des agents mutagènes ou d'erreurs dans la réplication de l'ADN. Donc, bien que ces mutations ne soient pas transmises aux générations suivantes, elles peuvent être à l'origine de pathologies graves, en particulier des cancers. Par exemple, des mutations somatiques dans les cellules de la peau peuvent mener à un mélanome. Et celles des poumons peuvent être liées au cancer de poumon. En revanche, les mutations germinales affectent donc les ovocytes ou les spermatozoïdes, donc ils arrivent avant, donc tout l'embryon l'aura, et donc ces mutations vont être transmises toujours aux générations suivantes et sont celles qui nous intéressent dans le cadre des cours de cette année. On ne va pas parler dans les prochaines semaines des mutations somatiques, on va juste parler
des mutations à l'origine de la plupart des maladies, que sont celles à l'origine des maladies monogéniques ou des maladies complexes, héréditaires. Donc, lorsque l'ADN d'une cellule germinale subit une mutation, l'embryon formé à partir de cette cellule sera porteur de cette mutation, même si aucun des parents ne la possédait initialement. Comme ici, il y aura eu une mutation dans le père ou la mère, l'enfant sera T, mais pas les parents. Ce que c'est important à comprendre ici, c'est l'âge du parent à la conception de l'enfant par rapport au nombre de mutations nouvelles, de novo, qui portera l'enfant. Donc, environ 75% des mutations nouvelles qui portera l'enfant provient du père. L'âge du père joue un rôle important dans ce phénomène, puisque le nombre de spermatozoïdes anormaux tend à augmenter avec l'âge. Les anomalies génétiques apportées par la mère sont moins nombreuses et leur fréquence augmente également avec l'âge, mais de manière, comme vous voyez ici, beaucoup moins marquée. Donc, en moyenne, chacun de nous est né avec environ 70 mutations qui nous séparent de nos parents, que nos parents n'avaient pas. Parmi celles-ci, environ 53 proviennent du père et 17 proviennent de la mère. Cela implique un taux de mutation à chaque génération et à chaque nucléotide de 1,2 fois 10-8. En termes plus simples, pour chaque 100 millions de paires de bases, il y a environ une mutation qui est transmise des parents aux enfants. Parce que c'est un taux de mutation super faible. Ce qui montre qu'on a un mécanisme de réplication et de correction des erreurs extrêmement fiable. C'est la même chose, pour vous donner une comparaison, que si un scribe aurait dû copier 30 Bibles en ne commettant qu'une seule erreur pour être aussi précis que la transmission de l'ADN humain d'une génération à l'autre. Donc, si on se concentre sur le taux de mutation, on dit chacun de nous naît par rapport à nos parents avec 70 mutations de novo, ce qui équivaut à par nucléotide et par génération à une probabilité de taux de mutation de 1,10-8. Mais ce taux de mutation n'est pas stable dans tout le génome. Il y a, par exemple, quand les C sont dans les morceaux d'ADN où le nucléotide cytosine est suivi d'une guanine, ça s'appelle un dinucléotide CPG, le taux de mutation est beaucoup plus élevé. Le taux de mutation est aussi beaucoup plus élevé dans l'ADN mitochondrial. Et le taux de mutation, comme je vous ai dit avant, c'est hyper élevé dans les microsatellites. Nous avons vu que les hommes transmettent généralement plus de mutations que les femmes en raison du plus grand nombre de divisions cellulaires lors de la spermatogénèse. Ce phénomène s'observe non seulement à niveau des changements d'un nucléotide, des SNP, mais aussi pour d'autres variations génétiques comme les microsatellites ou les variants structurels. Cependant, il y a une exception, les erreurs de ségrégation chromosomique, comme celle observée pour la trisomie 21. Ces erreurs résultent principalement des problèmes de méiose chez la mère, entraînant une distribution anormale des chromosomes pendant la formation des ovules. Environ 93% des cas de trisomie 21 proviennent des erreurs chromosomiques dans l'ovule. De plus, le taux de trisomie 21 augmente considérablement avec l'âge de la mère. Il est inférieur à 0,1% chez les mères de 20 ans, atteint environ 1% à 40 ans et atteint 3%, en moyenne tout ça, à 45 ans. Bien que la mutation soit souvent perçue comme une erreur, elle peut parfois être bénéfique. Parfois, une nouvelle mutation peut entraîner un gain de fonction d'une certaine protéine,
permettant à un individu, une population, de mieux digérer un nouveau aliment, comme le lait, de mieux résister à certains pathogènes. Et ça, c'est la base de l'adaptation génétique à travers la sélection naturelle qu'on a vue toute l'année dernière. Une fois que nous avons vu que les mutations sont le principal facteur à l'origine de la diversité génétique, il est important de se demander comment ces mutations, que ce soit des SNP, des microsatellites, des CMV, tout ce qu'on a vu avant, sont réparties entre les populations humaines. Donc, 3 grands facteurs vont influencer cette distribution différentielle entre populations humaines. La dérive génétique, l'émigration et la sélection naturelle. La dérive génétique, définie par Sewell Wright, correspond à la modification aléatoire de la fréquence d'une mutation au sein d'une population à travers les générations. Cette mutation-là disparaît en génération 2, celle-là tient un peu, mais elle disparaît en génération 9, et la rouge tient beaucoup, et elle est présente aujourd'hui, on va dire. Donc ça, c'est la dérive génétique, la distribution aléatoire. Ce qui est important, c'est que l'intensité de cette dérive génétique dépend de la taille de la population, de ce qu'on appelle la taille effective de la population, que c'est le nombre d'individus dans la population qui vont contribuer génétiquement à la génération suivante. Donc, dans des grandes populations, on va mettre qu'ils ont une taille efficace de 100, vous voyez qu'au cours des générations, les fréquences des mutations fluctuent, mais d'une façon relativement stable. Mais si vous avez une très petite population, la dérive génétique sera très forte, donc ces changements aléatoires. Et vous allez voir que des mutations qui au début étaient à faible fréquence vont augmenter en fréquence, même si ces mutations parfois sont délétères, et les mutations qui sont bénéfiques peuvent disparaître par hasard. Ça, c'est les effets de la dérive sur la distribution de la diversité génétique. Les effets de la dérive, donc, sont plus forts dans des populations qui ont subi un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une réduction de leur taille à cause d'une guerre, d'une épidémie. Donc vous voyez qu'avant, il y avait plein de couleurs. Ici, la population est réduite et ils ont survécu que des individus jaunes et rouges. De même, par un effet fondateur, pas tous les Français sont partis au Québec. Un sous-ensemble des Français sont partis au Québec. Donc, un sous-ensemble de cette diversité génétique. C'est ce que vous voyez ici, un effet fondateur. Donc, la dérive génétique est exacerbée par les goulots d'étranglement et les effets fondateurs, et ça amène à une perte de la diversité génétique et parfois à que certaines maladies sont présentes, maladies génétiques, à des fréquences beaucoup plus importantes. Par exemple, les Québécois, je vous disais, issus d'un effet fondateur, ou les Finlandais, ayant subi un goulot d'étranglement, présentent des proportions plus élevées de mutations délétères que les populations en expansion démographique, comme la plupart des Africains, des Européens, des Asiatiques, etc. Donc, parmi les maladies rares observées dans ces populations, on trouve la diarrhée chlorée congénitale en Finlande, la dysotonie familiale dans certaines communautés juives ashkénazes, ou encore la surdité héréditaire dans certaines populations isolées du Costa Rica, entre beaucoup d'autres maladies. À différence de la dérive génétique, ou l'isolement des populations qui diminue la diversité génétique, ici il y a de l'isolement entre ces deux populations, donc celle-là est que noire, ou cette population est que rouge. La migration augmente la diversité génétique. Par exemple, vous pouvez voir qu'ici des migrants rouges viennent dans cette population noire et donc augmentent la diversité génétique. Donc, dans les populations à faible diversité génétique, suite à un effet fondateur ou un goulot d'étranglement, l'arrivée des migrants permet de rétablir rapidement
la diversité génétique beaucoup plus efficacement que la mutation tout seul, parce que la mutation, c'est quelque chose de beaucoup plus lent. Enfin, la sélection naturelle, dont je ne vais pas en parler parce que je n'ai parlé l'année dernière, mais peut modifier aussi la distribution de la diversité génétique, car elle va affecter des variantes génétiques associées à des phénotypes qui permettent de mieux survivre et se reproduire. On a 3 grands types de sélection naturelle. La sélection stabilisante qui va favoriser les phénotypes intermédiaires, ici en bleu. La sélection directionnelle qui va favoriser une mutation ou des mutations associées à un phénotype décalé, plus extrême, comme par exemple, imaginez ici les grandes tailles des individus. Ou la sélection disruptive, qui est beaucoup plus rare, mais va favoriser les 2 phénotypes extrêmes, soit très petits, soit très grands. On l'a vu l'année dernière. Passons maintenant à un élément clé dans l'analyse de la diversité génétique, les bases de données génétiques. Ces outils représentent probablement l'une des avancées les plus significatives des 2 dernières décennies. La création de bases de données accessibles à tous gratuitement et disponibles pour les chercheurs du monde entier a transformé notre capacité à étudier et comprendre la complexité du génome et la relation entre diversité génétique et maladie. L'accessibilité de ces bases incarne les principes de la science ouverte, accélérant la découverte scientifique, évitant les duplications inutiles d'efforts et encourageant des analyses répliquées, c'est-à-dire plus robustes. Par exemple, comme vous voyez ici, la base de données Ensemble regroupe des informations provenant de nombreuses autres bases de données, constituant ainsi une ressource extrêmement complète pour les données génomiques. Elle offre l'accès au génome de référence annoté humain et pour une large variété d'espèces. Et aussi, il est possible de rechercher des informations sur les séquences des gènes, dans un gène, le type de variation génétique qu'on trouve, les SNP, les CMV, les microsatellites, où sont localisés les éléments régulateurs, etc. Ensemble permet aussi d'explorer la génomique comparative, les événements d'épissage alternatifs, ainsi que les différents types de variantes génétiques associés à des maladies ou des traits spécifiques. Donc, cette base de données joue un rôle essentiel dans la compréhension de la variation génétique et ses implications médicales. Un exemple serait, par exemple, ici, on peut mettre une mutation, le nom d'une mutation, et on peut explorer dans quelle population on trouve cette mutation. Mais on peut mettre aussi le nom d'un gène, par exemple. On va mettre CFTR, le gène de la mucoviscidose. Donc, ça va nous donner des informations très précises sur la localisation exacte du gène, sa structure détaillée en exon et introns. Ici, vous pouvez voir, regardez ici, la ligne, quand la ligne est fine, c'est des introns, et quand il y a des lignes verticales, sont les exons, les parties codants. Vous pouvez faire un zoom là et le voir beaucoup plus grand. Et vous pouvez déjà voir qu'on nous donne le système ne nous donne pas une seule structure du gène. On nous en donne plusieurs, ce qui montre différents événements d'épissage alternatif possibles. En bas de la page, vous pouvez voir aussi les différents éléments régulateurs qui ont été détectés dans toute la région, donc très en amont du gène, ici, des promoteurs, probablement des énonceurs. Et Ensemble permet aussi de visualiser une comparaison de la séquence du gène humain avec d'autres espèces directement, un art phylogénétique offrant aussi une vision évolutive du gène. Je n'ai pas le temps de vous présenter de manière détaillée toutes les bases de données actuelles, mais on va voir juste quelques bases de données
parce que je trouve qu'ils illustrent très bien plus ce qui nous intéresse, que c'est la diversité. Dans quelle mesure on est divers entre individus et entre populations. Dans ce cadre, une des premières bases qui ont existé, qui a un peu été la pionnière de l'étude de la diversité du génome entre individus et populations, c'est le projet HapMap. HapMap, ça veut dire map d'haplotype, en gros. De 2002 à 2010, ce projet a étudié environ 1300 individus issus de 11 populations mondiales, choisis pour représenter en gros les grands groupes de la planète. Et chaque individu a été génotypé pour environ 3 millions de SNP. Je dis bien génotypé, pas séquencé. À l'époque, on ne faisait pas encore de séquençage. Ce qu'on faisait, c'était on regardait des mutations déjà connues, quel était leur état sur les individus. En l'occurrence, quand même, 3 millions de polymorphismes. Donc, ce travail a permis de créer les premières cartes mondiales d'haplotypes. Donc, le déséquilibre de liaison, l'haplotype. Les haplotypes fournissant des cartes précises des longueurs des blocs de déséquilibre de liaison et des variations observées dans ces différentes populations. Cette avancée a été d'une importance capitale pour comprendre déjà dans quelle mesure les différentes populations sont différentes par rapport à la longueur des haplotypes, avec toutes les applications immenses que ça a en génétique, médicale et épidémiologique. Par la suite, de 2008 à 2015, on a le projet 1000 génomes, qui a été le premier à aller au-delà du simple génotypage, en adaptant la séquence, le séquençage complet du génome. Cette approche permet d'obtenir une vision beaucoup plus large de la diversité génétique des populations, et contrairement au génotypage, qui se limite à un panel de variants sélectionnés, le séquençage complet du génome offre une couverture étendue, incluant des variants rares ainsi que des variants structurels. Ce projet a permis le séquençage des génomes de 2500 individus provenant de 26 populations humaines réparties à travers le monde. Dans l'ensemble de ces données est librement accessible, que ce soit pour une consultation en ligne via les plateformes du projet ou pour un téléchargement en masse de leur génome. Cette accessibilité a grandement facilité les études de la génétique des populations en permettant à la communauté scientifique de réaliser des analyses de grande envergure sur la diversité génétique et son lien avec les maladies complexes. À titre d'exemple, juste une chose très basique que vous pouvez faire, vous voulez comprendre, ça c'est une chose qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais vous pouvez le faire avec plein de mutations. Vous mettez le nom de la mutation associée à la digestion du lait à l'âge adulte, la mutation dite d'origine européenne, parce qu'il y en a d'autres en Afrique, et vous voyez déjà parfaitement leur fréquence ici en vert dans les différentes populations du monde. Évidemment, elle est beaucoup plus fréquente en Europe, en Finlande, presque 60%, 72% en Grande-Bretagne, et absent ailleurs, ou à des fréquences faibles ou intermédiaires dans des populations qui se sont métissées avec les populations d'origine européenne, comme en Amérique du Sud. Il y a eu d'autres initiatives semblant au projet 1000 génomes, comme le HGDP, le Human Genome Diversity Panel, initiative que j'insiste toujours est d'origine française. Je ne me fatiguerai jamais de le dire, parce que c'est une initiative que parfois elle est beaucoup plus connue à l'étranger qu'en France, et c'est à l'origine de cette initiative, c'est le CEF, le Centre d'études du polymorphisme humain, créé par Jean Dosset, prix Nobel de médecine et physiologie, et qui d'ailleurs habitait juste en face du Collège de France. Donc, ça c'est une très belle initiative, et une autre c'est le Simons Genome Diversity Project, semblant. Ici, dans HGDP, il y a eu 929 génomes de haute couverture provenant de 104 populations humaines diverses, le côté CEF, et du côté
Simons Genome Diversity Project, 300 génomes issus de 142 populations variées. Ces projets ont essayé d'inclure pour la première fois des populations souvent sous-représentées, comme les populations du Pacifique, d'Afrique ou des Amériques, bien que les tailles des échantillons restaient encore à l'époque relativement faibles. J'y reviendrai tout à l'heure. D'autres vastes projets ont suivi, qu'avec une ambition beaucoup plus large, que c'était beaucoup plus d'individus, beaucoup de séquençage et beaucoup aussi d'informations cliniques sur les individus. L'une des bases les plus emblématiques, c'est la UK Biobank, donc du Royaume-Uni, qui a collecté des données génétiques d'environ 500 000 résidents britanniques, pour chacun leur génome, ainsi que des informations sur leur santé, leur mode de vie, antécédents médicaux, ainsi que des mesures physiologiques et des imageries médicales. Lancé en 2006, le projet a ciblé des individus de 40 à 69 ans et le suivi des participants continue à mesure qu'ils vieillissent. Grâce à l'accès relativement facile aux données disponibles pour la communauté scientifique internationale et à la richesse des informations collectées, la UK Biobank a eu un impact majeur sur la compréhension de la génétique humaine. On pourrait presque dire, sans exagérer, qu'ils ont été si audacieux que cette biobanque a réussi à mobiliser l'ensemble des généticiens humains du monde entier pour étudier à la fin la population britannique. Donc, d'autres corps d'envergure ont repris certains aspects dans l'essence de la UK Biobank en Asie, en Europe, un peu partout. Et par ailleurs, certains projets sont spécifiquement dédiés à des maladies particulières. Donc, la plupart sont générales, mais certains, entre beaucoup d'autres, comme le Psychiatric Genetic Consortium, regroupent des données cas témoins pour mener des études ciblées sur des pathologies spécifiques psychiatriques ici. Mais pour conclure, j'aimerais vous parler des perspectives à venir ainsi de quelques défis à résoudre dans la discipline de la génomique humaine. Premier défi, hyper important. Il y a encore un manque de diversité dans les bases de données génomiques de la population générale. Ces bases de données visent à offrir, comme je vous disais, une vision non biaisée de la diversité génétique humaine dans la population générale. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on va faire de la génétique médicale, on a besoin des bases de diversité génétique générale. Donc, la plupart des bases de données génomiques aujourd'hui représentent d'individus d'origine européenne, qu'il s'agit des Européens ou des populations principalement d'origine européenne, comme en Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Si ces bases de données ne contiennent pas suffisamment de données issues des populations ethniquement diverses, nous risquons d'en faire à tort qu'un variant bénin et pathogène, car il n'est pas présent dans la population générale, simplement parce qu'il n'est pas présent dans la base de données qui représente la population générale. Deuxièmement, il y a un manque de diversité dans les études d'association pangénomique, qu'on verra dans le 4e cours. C'est quoi? Ces études étudient comment la diversité de notre génome affecte des phénotypes ou maladies complexes, diabète, obésité, comme vous verrez juste après moi, ce que vous pouvez rester s'il vous plaît, mais aussi des maladies infectieuses et beaucoup d'autres maladies. Donc, le 78% des études génétiques des maladies complexes sont faites sur des individus d'origine européenne, tandis que les individus d'origine européenne, y compris Amérique du Nord, Australie, ne représentent que 16% de la population de la planète. Donc, en plus des considérations éthiques, car ces chiffres impliquent
que seules les populations d'origine européenne, principalement, pourront bénéficier des avancées de la recherche biomédicale en génomique humaine, cela soulève aussi des questions scientifiques. En étudiant principalement l'impact de la diversité génétique européenne sur les maladies, nous n'observons qu'une petite fenêtre de la biologie. Nous manquons aussi une grande partie de la diversité génétique humaine et comment cette diversité génétique humaine affecte des phénotypes et des maladies. Et enfin, la plupart des études génomiques sont pas seulement faites sur des individus ou des populations d'origine européenne, mais aussi sur des populations urbaines, un mode de vie assez comme nous, on va dire, comme nous aujourd'hui en tout cas dans cette salle. Donc, la question est-ce qu'une mutation associée à l'obésité en Europe, la même mutation, aura le même effet dans une population avec une architecture génétique de son génome par ailleurs différente, avec un mode de vie différent, et exposé à des environnements différents comme en Polynésie, par exemple. Donc, on néglige immensement les interactions gènes-environnement dans les études de génomique humaine aujourd'hui. Donc, un défi majeur dans les prochaines années sera l'inclusion des populations provenant de différentes origines ethniques et géographiques, exposées à divers environnements et pratiquant différents types de vie. Mais pas tout est noir. Hein. Il y a déjà beaucoup d'avancées. Il commence à y avoir des avancées et plusieurs initiatives ont été lancées pour pallier ces manquements. Tout d'abord, le projet Pangénome humain. On ne parle plus de projet génome humain, on parle du projet Pangénome humain qui vise à construire une séquence de référence, encore une fois, pangénomique, plus complète et inclusive. Contrairement au génome de référence actuel, qui repose principalement sur l'ADN d'un petit nombre d'individus d'ascendance pour la plupart européenne, le projet Pangénome cherche à capturer la variation génétique provenant d'un large éventail de populations humaines. Au lieu d'une seule séquence de référence linéaire, il utilise des graphes pangénomiques pour représenter simultanément plusieurs génomes humains, offrant ainsi une meilleure cartographie des variations génétiques. De plus, le pangénome permet d'étudier des formes de variations difficiles à détecter avec la séquence de référence classique linéaire, comme des variations structurelles complexes, donc inversion, duplication et délétion. Enfin, d'autres initiatives, je ne vais pas les détailler, mais je vais en détailler deux ici, ont pour objectif d'augmenter considérablement la représentation des minorités ethniques ou simplement de groupes de populations souvent sous-étudiés dans les projets génomiques. Citons-en deux, le programme All of Us, nous tous en français, une initiative de recherche biomédicale lancée encore une fois, par les National Institutes of Health, donc public américain. En tout cas, jusqu'à il y a 3 mois, c'était leur programme. Vise à constituer un corps d'au moins 1 million de participants issus de divers horizons ethniques, socio-économiques et géographiques, afin de comprendre comment la génétique, l'environnement et le mode de vie influencent la santé. All of Us met l'accent sur l'inclusion de groupes historiquement sous-représentés dans la recherche biomédicale, notamment les Afro-Américains, les Latino-Hispaniques, les Amérindiens, les Autochtones d'Alaska, les Hawaïennes, ainsi que les Asiatiques et les Américains d'origine asiatique. Une autre initiative très intéressante, c'est le consortium Human Heredity and Health in Africa, qui se concentre sur les populations africaines qui présentent, je vous rappelle, la plus grande diversité génétique au monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est coordonné par des chercheurs africains, travaillant pour la plupart
en Afrique et a été conçu pour pallier le manque de recherche en génomique sur ce continent. À ce jour, il soutient environ 50 projets répartis dans 34 pays et a permis le séquençage de plus de 70 000 génomes. Donc ces initiatives et les recherches qui en découlent ont contribué à une meilleure compréhension de la génétique des maladies, à l'adaptation des traitements médicaux, aux spécificités génétiques des populations, ainsi qu'à leur environnement et leur mode de vie. Et c'est sur ces questions qu'on va creuser au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup.